à savoir, c'est que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. Soit c'est l'avocat au conseil qui a lui-même déposé la demande, soit c'est le demandeur d'asile qui dépose lui-même sa demande via le formulaire dédié pour ça. Bonjour Sadia. Bonjour Gilles. Ouais, ben, merci Gilles d'avoir accepté l'invitation. Alors Avec plaisir. aujourd'hui, nous allons discuter comment un demandeur d'asile il peut faire pour déposer un recours devant le Conseil d'État ou son avocat s'il en a un qui l'accompagne. Alors le scénario, hein, on le connaît bien, c'est qu'un demandeur il va demander l'asile auprès de l'OFPRA. L'OFPRA va rejeter sa demande. Puis il va déposer devant la Cour nationale du droit d'asile qui va aussi rejeter sa demande. Et là, dans ce cas-là, pour beaucoup, ils s'arrêtent soit parce qu'ils ne savent pas forcément comment déposer un recours devant le Conseil d'État où ils se posent des questions sur la procédure, le coût et tout. Et donc, ce sont des choses qui peuvent décourager en fait un demandeur d'asile. C'est toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui donc avec toi. Alors, brièvement, donc bien avant sur ton parcours, tu as été avocat collaborateur dans un cabinet au Conseil d'État pendant plus de 8 ans. Et Oui. donc aujourd'hui, tu n'exerces plus en tant qu'avocat, mais ce n'est pas parce que tu n'aimes plus le droit ou voilà parce que ça ne t'intéresse plus, mais parce que tu as décidé de te consacrer à un projet qui te tient plus à cœur. Ce projet, c'est Réplique, donc c'est une plateforme que tu as créée, donc qui aide les avocats, les juristes, donc à gagner plus de temps dans leur recherche pour trouver les arguments en fait pour défendre dans plusieurs démarches en fait par rapport donc au titre de séjour, tout ce qui est rétention. Donc vraiment, c'est assez large. Donc nous allons revenir un peu plus en détail sur le projet, bien sûr. Donc pour l'instant, nous allons donc faire place donc au sujet qui nous a amené à discuter aujourd'hui, comment on fait pour déposer le recours. Alors la première question, Gilles, c'est Mhm. quel est le réflexe que doit avoir un demandeur d'asile? Donc le premier réflexe qu'il doit avoir lorsqu'il reçoit en fait la décision de rejet, voilà, de la Cour nationale du droit d'asile. Alors, le premier réflexe à avoir, il faut savoir que le délai de recours contre une décision de refus, c'est 2 mois. Et la première chose à faire, c'est d'aller voir un avocat spécialisé en cassation. C'est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On appelle ça aussi des avocats au Conseil. Et c'est eux qui ont le monopole pour défendre les justiciables devant le Conseil d'État. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller voir un avocat au Conseil d'État pour faire un recours, on appelle ça un pourvoi en cassation, contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir un avocat donc, spécialisé en cassation, un avocat au Conseil d'État. Et ça, la plupart du temps, il faut demander à son avocat qui nous a défendu devant la Cour nationale du droit d'asile. D'habitude, l'avocat, il travaille déjà régulièrement avec un avocat au Conseil d'État. Donc c'est lui qui va aller saisir l'avocat qu'il connaît et avec qui il travaille régulièrement et qui va lui apporter le dossier pour que l'avocat au Conseil d'État fasse le recours. Si, donc dans les cas un peu plus rares où le demandeur d'asile n'était pas défendu par un avocat, il peut aller lui-même saisir un avocat au Conseil d'État. Et pour ça, il peut aller voir la liste des avocats au Conseil d'État sur le site internet de l'Ordre des avocats au Conseil d'État pour en trouver un et pour trouver ses coordonnées. Donc, on est d'accord que à ce stade-là de la procédure, donc l'avocat, il est obligatoire. Le demandeur d'asile, il peut pas juste dire, bon, moi, je vais devant le Conseil d'État tout seul, quoi. Non, il peut pas. S'il envoie un recours au Conseil d'État, le Conseil d'État va l'examiner, mais va le déclarer irrecevable parce que non présenté par un avocat au Conseil d'État. L'avocat au Conseil d'État est obligatoire. Là, on est vraiment à cette phase de prise de contact avec l'avocat. Si le demandeur d'asile, donc, il se dit, bon, voilà, maintenant, je vais trouver un avocat. Donc, est-ce qu'il doit demander l'aide juridictionnelle? S'il peut, comment est-ce qu'il va faire ça? Comment est-ce que se déroule la procédure concrètement pour que le demandeur d'asile puisse le... Alors, il y a plusieurs manières. Concrètement, ce qui se passe le plus souvent, c'est ce qui se passait dans mon cabinet, c'est soit le demandeur d'asile, soit son avocat qui contacte l'avocat au Conseil d'État et qui lui dit le demandeur d'asile souhaite l'aide juridictionnelle. Et donc, ce que fait l'avocat au Conseil d'État, c'est que c'est lui-même, avocat au Conseil d'État, qui va envoyer une demande au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État pour dire, voilà, mon client souhaiterait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, l'avocat au Conseil d'État, la plupart du temps, il fait que la demande. Ensuite, le bureau d'aide juridictionnelle va demander des éléments, des pièces aux demandeurs d'asile.
Le plus souvent, les pièces, c'est la pièce d'identité, enfin le passeport, des justificatifs de ressources. Enfin, ça, c'est une question qui se pose beaucoup moins pour les demandeurs d'asile. Mais voilà, le demandeur d'asile, il va recevoir une demande de pièces et il va devoir fournir les pièces. Et ensuite, le bureau d'aide juridictionnelle va se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle. Alors, on va peut-être revenir là-dessus sur les conditions. Je ne sais pas si c'était ta question Oui, d'après. bien sûr, on peut tout de suite aborder les conditions, mais là, tu as parlé de l'avocat qui dépose la demande pour le demandeur, mais est-ce que le demandeur, s'il le souhaite, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut Oui, faire cette demande seul? bien sûr, il peut faire cette demande seul. Ça, c'est très bien expliqué sur le site du Conseil d'État. Il faut qu'il envoie un CERFA, un formulaire dans lequel il précise un certain nombre de choses. Et donc, c'est envoyé au bureau d'aide juridictionnelle. Et à savoir, c'est que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. Donc, ce délai de recours de 2 mois est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée par le demandeur d'asile. Donc ça, effectivement, c'est la deuxième voie. Soit c'est l'avocat au conseil qui a lui-même déposé la demande, soit c'est le demandeur d'asile qui dépose lui-même sa demande via le formulaire dédié pour ça. D'accord. Donc, bah, on peut rentrer dans la partie conditions. Donc, que ce soit l'avocat qui va déposer ou le demandeur d'asile, les conditions vont être pareilles. Quelles sont les conditions que le demandeur d'asile il doit remplir en fait pour bénéficier de l'aide juridictionnelle? Alors, il y a la première condition, mais qui ne va pas poser problème pour un demandeur d'asile, c'est celle des ressources, condition classique pour toutes les demandes d'aide juridictionnelle. Enfin, devant la CNDA, justement, il n'y a pas cette condition-là. Mais surtout, la condition la plus importante, et c'est celle qui pose souvent le plus de problèmes, qui conduit le plus souvent au rejet des demandes d'aide juridictionnelle, c'est qu'il faut un moyen sérieux de cassation. Alors, on va revenir sur ce que c'est qu'un moyen de cassation, peut-être par la suite, et ce que c'est qu'un moyen sérieux. Mais le Conseil d'État, c'est une juridiction qui est très différente des autres juridictions, donc des autres juges administratifs. Il ne contrôle pas tout, et donc il faut qu'il y ait un argument, un moyen qui soit suffisamment sérieux pour conduire à l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, il y a un membre du bureau d'aide juridictionnelle qui va examiner le dossier et qui va chercher si il y a un moyen sérieux ou non. Sachant que la plupart du temps, quand c'est un avocat qui fait la demande, il fait simplement la demande. C'est-à-dire qu'il ne va pas argumenter, il ne va pas étudier le dossier avant, la plupart du temps. Sauf si il est très sympa, mais d'habitude, il ne va pas, sans avoir été payé, examiner le dossier. Et donc, le membre du bureau d'aide juridictionnelle va examiner tout seul s'il y a un moyen sérieux. Ce que peut faire le demandeur, notamment assisté par son avocat qui le défendait devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est peut-être d'aiguiller le bureau d'aide juridictionnelle en disant il y a peut-être un point problématique sur voilà, cet élément-là de la décision et que ça peut constituer éventuellement un moyen de cassation. Mais c'est pas évident à faire, justement, quand on n'est pas spécialisé en cassation. Donc, je reviens un peu sur la question des ressources que tu as mentionnées. Est-ce que tu as une idée de, bon, à partir de, on va dire, quel stade, combien il faut gagner ou avoir de revenus pour dire qu'on va pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle? Brièvement comme ça, je pense que c'est des questions qu'on peut peut-être voir en ligne, mais En fait, c'était une question moi-même que je me posais en préparant cet entretien, parce que donc il y a une exception pour l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile, où il n'y a pas à justifier de ses ressources. J'ai l'impression que cette exception n'existe pas pour le Conseil d'État, même pour les personnes qui viennent en fait, de la Cour nationale du droit d'asile. En revanche, le seuil, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est quelque chose comme 11 000 euros de revenu fiscal de référence quand on a un avis d'imposition. Quand on n'a pas d'avis d'imposition, c'est sur les revenus des derniers mois. A priori, c'est une condition qui ne pose pas de difficulté pour des personnes qui sont des demandeurs d'asile et qui, la plupart du temps, ne dépassent pas ce niveau-là. Si ça s'applique, c'est 11 000 euros un peu plus de 10 000 euros, je crois, dernièrement. Ça change tous les ans. donc là, on a pris le scénario d'un demandeur d'asile qui va demander l'aide juridictionnelle, mais disons qu'il a laissé passer le délai pour demander l'aide juridictionnelle. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais adressé la question. Voilà, Alors, il n'y a pas de délai pour demander l'aide juridictionnelle. d'accord. On peut toujours demander l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle va interrompre le délai de recours, mais on peut très bien faire un recours et puis demander en cours de procès l'aide juridictionnelle. D'accord, ça c'est très important puisque ça fait un contraste avec la CNDA où les demandeurs d'asile vont avoir 15 jours, par exemple, pour déposer la demande d'aide juridictionnelle pour pouvoir en bénéficier. Hmm. Mais disons que il ne remplit pas les conditions. Ben, vu qu'il n'y a
plus de délai, ça c'est important puisqu'il va pouvoir demander cette aide-là. Du coup, ça fait tomber ma question. C'était s'il avait laissé passer le délai, donc comment il allait faire sans aide juridictionnelle, combien ça peut coûter. Donc d'aller voir un avocat. Donc je pense que ça peut effectivement dépendre des honoraires d'avocat, mais pour avoir une idée du coût que ça peut coûter d'aller devant le Conseil d'État. Oui, alors si vous n'avez pas l'aide juridictionnelle, ça va vraiment dépendre de chaque cabinet. Pour avoir un ordre de grandeur, ça va tourner autour de 2 000 à 3 000 euros. Sauf D'accord. pour les cabinets qui peuvent intervenir pour des sommes moindres, mais la plupart du temps, ça tourne autour de 2 000 à 3 000 euros pour ce type de dossier. Et ça peut être des honoraires qui peuvent être échelonnés. Si le demandeur d'asile a des difficultés pour payer, ça peut être fait en plusieurs échéances. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir avec l'avocat au Conseil d'État qui a été choisi par le demandeur d'asile. D'accord. Donc là, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans le corps, on va dire, du sujet. Quels sont les moyens qui vont pouvoir être invocables devant le Conseil d'État? C'est-à-dire à partir de quand on va pouvoir mesurer si ça vaut le coup ou non d'aller devant le Conseil d'État ou si tout simplement ça ne sera pas rejeté parce que ce sera considéré comme irrecevable, ce moyen-là, et que le Conseil ne va pas traiter la demande. Quels sont les moyens que le demandeur il peut? Avant de voir précisément les moyens, ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc, le Conseil d'État statue comme juge de cassation. Et donc en France, un juge de cassation, les règles vont être très différentes de ce qui se passe devant les juridictions du fond. Et notamment, le juge de cassation fait une distinction qui n'est pas forcément évidente à comprendre quand on est justiciable entre les faits de l'affaire et le droit. C'est vraiment la distinction fondamentale. Et ça a pour conséquence que les faits qui ont été présentés à la Cour nationale du droit d'asile sont cristallisés, sont définis au stade de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, devant le Conseil d'État, on ne peut pas ajouter de nouveaux faits. On ne peut pas dire, en fait, j'ai une nouvelle preuve, j'ai une nouvelle attestation, on ne peut pas ajouter de nouvelles choses. Ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que le Conseil d'État, c'est pas une deuxième Cour nationale du droit d'asile, on fait par appel, en fait. C'est un juge qui va vérifier que la Cour nationale du droit d'asile, au regard de tous les éléments qu'on a apportés devant elle, les éléments de preuve qu'on a apportés devant elle, va vérifier si elle a bien appliqué le droit. Donc, on ne va pas pouvoir rajouter des choses. Et donc, tout moyen, donc tout argument qui consistera à dire, ah non, mais en fait, voilà ce qui s'est passé, je ne l'avais pas dit devant la Cour nationale du droit d'asile, mais il s'est passé telle ou telle chose, ça, Mhm. c'est complètement irrecevable devant le Conseil d'État, parce que, voilà. Si le demandeur il va avoir un moyen nouveau qu'il veut soulever ou qu'il pense qu'il pourrait vraiment faire la différence pour sa demandeur d'asile, comment à partir de là il le fait ou il se dit bon ça vaut pas le coup d'aller devant le Conseil d'État, il fait une demande de réexamen ou comment il réagit donc par rapport à ça? Si Ah, si, il se rend compte que ils avaient dissimulé une information qui se disait pas important ou après qu'il ait reçu par exemple ce rejet-là devant la cour et puis il reçoit par exemple disons que c'est quelqu'un qui reçoit des menaces, qui reçoit en fait des choses chez lui où que les persécutions continuent et qu'il a de nouvelles preuves. Comment est-ce qu'il... il y a rien à faire devant le Conseil d'État. Le Conseil D'accord. d'État, il va uniquement regarder le dossier. Et d'ailleurs, c'est ça un peu la particularité, c'est que l'avocat au Conseil d'État, il n'a pas vraiment besoin de communiquer avec le demandeur d'asile parce que tout est dans le dossier. Si je fais D'accord. un petit point sur la procédure, en fait, le Conseil d'État, il reçoit le dossier, il va d'abord faire une requête sommaire devant le Conseil d'État, ce qui va justement préserver les droits, parce qu'il va le faire dans le délai de recours. Et ensuite, il aura 3 mois pour déposer ce qu'on appelle un mémoire complémentaire, qui va détailler tous les moyens de cassation qu'il soulève. Et en fait, dans ce délai-là, le Conseil d'État va demander à la Cour nationale du droit d'asile le dossier officiel et va l'envoyer à l'avocat. Donc en fait, l'avocat, il va uniquement travailler sur ce dossier officiel. Il va regarder uniquement les écritures qui ont été échangées par les parties, donc le demandeur d'asile et l'OFPRA devant la CNDA, et il travaille que là-dessus. Donc le demandeur d'asile ne peut pas, enfin s'il dit à l'avocat au Conseil d'État, attendez, il y a telle pièce qui n'était pas versée au débat devant la Cour nationale du droit d'asile, Mhm. l'avocat au Conseil d'État va lui dire, ah bah ça, c'est même pas la peine de me l'envoyer, ce n'était pas dans le débat devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc on ne peut pas apporter de nouveaux éléments. La seule chose à faire, c'est espérer obtenir une cassation Mhm. de l'arrêt de la CNDA.
Et si l'arrêt est cassé, parce qu'il y a un moyen de cassation qui est fondé, on va revenir là-dessus, la plupart du temps, le Conseil d'État ne juge pas l'affaire, il va renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est D'accord. devant cette Cour nationale du droit d'asile que le demandeur d'asile peut verser cette nouvelle pièce au débat. Alors je vais préciser quelque chose, ça me fait penser, c'est Mhm. que justement, devant le Conseil d'État, il est juge de cassation. Donc ça veut dire qu'il va vérifier que les règles de droit ont bien été appliquées. Et s'il considère qu'il y a un moyen de cassation fondé, il va annuler. Il est en possibilité, et c'est ce qu'il fait dans plusieurs domaines le plus souvent, il est en possibilité de dire, moi j'ai annulé, mais on appelle ça évoquer l'affaire, je vais dire, en fait, je vais pas renvoyer devant le juge qui a rendu la décision, je Mhm. vais moi-même me substituer à ce juge et statuer comme si j'étais le juge. Donc, la plupart du temps, c'est je statue comme si j'étais la cour administrative d'appel, mais là, il peut très bien dire, j'évoque l'affaire et je statue comme si j'étais la Cour nationale du droit d'asile. Et dans ce cadre-là, il peut regarder des pièces nouvelles. C'est donc pour ça, en pratique, ça peut être malin s'il y a vraiment un élément de fait qui renverse les choses, de le donner à l'avocat au Conseil d'État. Et l'avocat au Conseil d'État, dans la partie de son recours sur la cassation, il ne pourra pas en faire état, Mhm. mais à la fin de sa requête en cassation, il pourra dire, voilà, pour les raisons de cassation, l'arrêt devra être annulé. Et Mhm. maintenant, vous devrez juger comme une nouvelle CNDA, et donc je peux apporter des nouveaux éléments de fait. Et donc là, il va parler des nouveaux éléments de fait. Si c'est vraiment important, peut-être que ça influencera le Conseil d'État et ça lui donnera envie de casser l'arrêt. Pas pour cette raison-là, mais pour une autre raison qu'il aurait pu le faire hésiter. Parce qu'il sait que, il y a vraiment un truc important et que voilà, ça serait plus juste finalement que l'arrêt soit cassé et que on octroie le statut de réfugié ou la protection subsidiaire aux demandeurs d'asile. Mhm. Alors, en t'écoutant, ça m'a permis de repenser à une question qui revient souvent. Est-ce que pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, voilà, on va dire le service, voilà, va examiner à travers les conditions. Est-ce que déjà le recours, est-ce qu'on va faire, on va dire, un tri en amont par rapport à la situation du demandeur d'asile pour voir est-ce que ça vaut le coup, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, qui dépose son recours devant le Conseil d'État. Je veux dire, le bureau d'aide juridictionnelle, Oui, est-ce que c'est-à-dire que, outre les conditions, on va dire, de ressources et aussi qu'il ait fait l'objet d'une décision de refus de la part de la CNDA, oui, est-ce que le bureau, oui, voilà, c'est ce que est-ce je dis. La condition, c'est vraiment une condition, peut-être que j'étais pas très clair, c'est vraiment une condition d'octroi de l'aide juridictionnelle, c'est il faut qu'il y ait un moyen de cassation sérieux. d'accord. Donc, en amont, il aura Donc, déjà. en amont, Mhm. ouais, en amont, effectivement, il y a un membre du bureau d'aide juridictionnelle alors, c'est soit un magistrat du Conseil d'État, soit il y a aussi un avocat au Conseil d'État qui fait aussi comme ton service obligatoire d'être au bureau d'aide juridictionnelle. Il y a déjà quelqu'un qui va examiner si il y a un moyen ou non sérieux de cassation. Et donc, ça fait effectivement déjà une sorte de tri si, alors, c'est pas parce que le bureau d'aide juridictionnelle a considéré qu'il n'y avait pas de moyen sérieux que finalement il n'y en a pas un, parce que là ils examinent pas les affaires comme s'ils étaient des avocats et comme s'ils allaient au fond, forcément au fond des choses, mais il y a déjà un tri qui est fait. Et donc, s'ils considèrent qu'il y a un moyen sérieux, ils octroient l'aide juridictionnelle. Et donc, si l'aide juridictionnelle est octroyée, ça veut déjà dire qu'il y a peut-être une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. D'accord. Et dans le cas où l'aide juridictionnelle n'est pas octroyée, si Mm. le demandeur il a ses propres ressources, est-ce que il peut toujours essayer ou est-ce que voilà, il faut se dire ça vaut plus le coup? Ah ben ça, c'est forcément c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. Si, ça peut être intéressant. J'avais cherché des chiffres. En gros, Mhm. euh, il y a en gros 52 000, parce que c'est énorme, hein, 52 000 décisions de rejet de la CNDA. Mhm. Il y a que un peu plus de 1000 pourvois qui ont été faits en 2021. Donc c'est très très peu. Il y a très, il y a- mais bon. Pourquoi c'est ça? Donc ça, oui, c'est à peu près 2%. Pourquoi c'est ça? C'est notamment parce que
les demandeurs d'asile n'ont pas obtenu l'AJ, n'ont pas obtenu l'aide juridictionnelle. C'est Mhm. pour ça qu'ils font pas de pourvoi. Mais parmi ceux qui ont fait les pourvois, il peut y en avoir qui n'ont pas obtenu l'AJ, et c'est pas pour autant que ça va pas aboutir à une décision de cassation. Sachant que faut bien se rendre compte des chiffres. Je regardais sur les 1000 pourvois, sur les un peu plus de 1000 pourvois, pour rentrer un peu plus dans le détail de la procédure devant le Conseil d'État. Je sais pas si ça Mhm. intéresse les auditeurs, mais en gros, il va y avoir d'abord une première phase qu'on appelle la phase d'admission du pourvoi, où il y a les juges du Conseil d'État vont regarder s'il y a, là encore, un moyen sérieux de cassation. Et s'ils considèrent qu'il n'y en a pas, ils vont décider de ne pas admettre le pourvoi. Et donc, l'OFPRA n'est même pas au courant. Enfin, s'il est au courant, mais l'OFPRA va même pas défendre au pourvoi. C'est-à-dire que le pourvoi est déclaré non admis sans que ça ait fait l'objet d'une procédure contradictoire. C'est que si au terme de cette phase d'admission, on considère que le Conseil d'État considère qu'il y a un moyen sérieux, qui va admettre le pourvoi, et à ce moment-là, le pourvoi est envoyé à l'OFPRA qui va défendre. Alors, je dis l'OFPRA parce que la plupart du temps, c'est le demandeur d'asile qui fait un pourvoi, mais ça peut arriver, alors il y a moins de cas, où le demandeur d'asile a obtenu satisfaction devant la CNDA, et c'est l'OFPRA qui fait un pourvoi devant le Conseil d'État. C'est possible aussi, alors c'est pas quelque chose qui intéresse la vidéo, mais voilà, ça arrive aussi. Et donc, pour avoir un ordre d'idée des chiffres, sur les 1000 pourvois, il y en a 60 qui ont été admis seulement, Waouh. et sur les donc 60 qui ont vraiment fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'État. Et en 2021, sur ces 60, il y en a environ 40 qui ont abouti à l'annulation de l'arrêt de la Cour nationale de droit d'asile. Donc, c'est pas beaucoup. C'est Sur, extraordinaire de partir de 52 000 pour arriver quand même voilà. C'est à 52 000, 40. ça arrive à 40. Et donc, voilà, mais il y a eu un certain nombre de filtres qui sont passés par là. Une des raisons, c'est parce qu'en matière d'asile, il y a beaucoup de choses qui sont très factuelles, justement. C'est beaucoup sur l'histoire des demandeurs d'asile. C'est très, très factuel comme contentieux. Et justement, les faits, on dit qu'ils sont appréciés souverainement par la Cour nationale des droits d'asile. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas les remettre en cause. On ne peut pas ajouter de nouveaux éléments et on ne peut pas non plus, sous certaines réserves, critiquer la manière dont les juges ont apprécié ces faits. C'est-à-dire que s'ils ont considéré que les choses se sont passées comme ça, voilà, on va pas pouvoir contester cette appréciation devant le Conseil d'État. Je reviens sur le mot filtre que tu as prononcé tout à l'heure. Je me place en fait dans la peau d'un demandeur d'asile qui ne maîtrise pas forcément le jargon juridique et voilà, qui se pose la question déjà qui n'a pas, on va dire, les sous pour aller devant le Conseil d'État. Et il faut quand même qu'il apporte des choses pour au bureau voilà, au service du bureau d'aide juridictionnelle pour dire que ben, j'ai besoin de l'aide juridictionnelle parce que je veux aller au Conseil d'État. Comment techniquement, on va dire, il va pouvoir faire ça vu que lui, il ne maîtrise pas? Est-ce que dans ce cas-là, il doit avancer les frais? S'il a trouvé voilà on va dire un avocat au conseil qui va demander l'aide juridictionnelle pour lui, donc c'est l'avocat qui va s'en charger, ou est-ce que c'est l'avocat donc qui l'a défendu au à la Cour nationale du droit d'asile qui peut déjà apporter ces moyens-là devant le bureau d'aide juridictionnelle? On va dire comment concrètement faire quand on ne connaît pas le droit ou qu'on n'a pas les frais ou qu'on les a. Comment il va faire pour apporter ces Ouais, moyens-là devant le bureau d'aide. Euh, Con- concrètement, c'est compliqué. mhm, En pratique, ce qui peut se faire, c'est que son avocat à la cour, peut-être s'y connaît un petit peu en cassation et va l'aider dans le cadre de la demande d'aide juridictionnelle, à dire, bah là, je pense que sur tel point, il y a un moyen de cassation qui est sérieux, Euh, mais c'est difficile d'aller au-delà de ça. Parce que les personnes qui sont les plus à même de savoir s'il y a un moyen de cassation sérieux, bah, c'est les avocats au Conseil d'État mhm, qui ne vont pas travailler gratuitement mhm, tant qu'il n'y a pas l'aide juridictionnelle qui a été octroyée. Donc c'est un peu un cercle vicieux, ça c'est certain. mhm, Mais justement, le principe, c'est que dans le bureau des juridictionnels, les membres regardent en principe attentivement le dossier mhm. pour voir s'il n'y a pas un moyen. Donc voilà, la réponse n'est pas forcément très satisfaisante, c'est sûr.
Oui. Et donc, ça peut être un peu frustrant pour les demandeurs d'asile, mais ça n'a pas forcément d'intérêt d'envoyer une lettre très longue sur son affaire, parce que la plupart du temps, quand on ne fait pas cette distinction entre le fait et le droit, euh, on va balancer plein d'informations sur les faits au bureau d'aide juridictionnelle, et il va même pas regarder, parce que ça sera pas là-dessus qui pourra tirer un moyen de cassation sérieux. Donc voilà, concrètement, il faut espérer qu'il y a un moyen de cassation sérieux ou essayer de voir avec son avocat qui a défendu devant la CNDA, qui peut être là, très motivé à l'idée d'obtenir une cassation, s'il peut pas aider pour trouver un moyen en se disant, voilà, sur tel point, il était sûr de lui, notamment, on va en parler après, hein, sur les histoires de qualification juridique, etc. Mhm. Demander à l'avocat, à la cour, donc l'avocat normal, de préciser ça dans la demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre de la demande d'aide juridictionnelle. D'accord. Disons qu'il y a un demandeur d'asile bien déterminé qui nous écoute actuellement et qui se Mhm. dit, bon, voilà, il veut quand même aller voir un avocat au conseil pour que cet avocat-là puisse soit demander l'aide juridictionnelle pour lui en présentant les moyens. Combien, on va dire, comment il va, comme voilà, tu as déjà travaillé dans le domaine, comment il va pouvoir actionner ce processus? Est-ce qu'il va devoir avancer les frais et combien ça peut lui coûter environ de se dire, ben, je paye l'avocat au conseil, voilà, ses honoraires pour qu'il puisse demander l'aide juridictionnelle et au cas où ça passe. Voilà, Ah, comment, oui, je vois ce que tu veux dire. oui. Ça arrive assez peu fréquemment, mais ce serait de dire, je vais vous payer, vous, avocat au Conseil d'État, quelque Mhm. chose pour que vous puissiez m'aider à convaincre le bureau d'aide juridictionnelle de m'accorder l'aide juridictionnelle. Je comprends. Oui. J'ai jamais été dans ce cas-là. D'accord. J'ai jamais eu de demandeur d'asile qui a demandé ça, donc je peux pas vraiment m'avancer sur la réaction que pourra avoir. Il va y avoir des avocats au Conseil d'État qui vont dire, bah non, moi je fais pas ça. Mhm. Je fais pas ce genre de choses. Je vais pas essayer de convaincre le bureau d'aide juridictionnelle. C'est pas mon métier. Ça peut arriver. Bah, Après, je pense que la question, c'est surtout pour que l'avocat puisse présenter les moyens pour lui. Parce que lui, disons que, voilà, il se dit, moi, je peux, par exemple, s'il devait faire toute la procédure, bon, donc ça pourrait coûter 30 000, et il se dit, bon, mon dossier, il a des chances de 3000, passer. 3000. Oui, 3 000, mais voilà. Et mon dossier, il a des chances de passer, mais c'est surtout, il veut, disons que l'avocat qui l'a accompagné à la CNDA, lui, il se dit, bon, moi, voilà, ce dossier-là, ça fait longtemps que ça dure, donc voilà, il est plus trop investi dans le Ouais. dossier, mais le demandeur d'asile, il veut quand même poursuivre parce que, voilà, il est ultra convaincu que il a des chances, voilà, son dossier a des chances quand même de passer devant le Conseil d'État, mais il y a le frein voilà, il peut y avoir le frein des 3 000, mais quand même, il se dit que si il obtient l'aide juridictionnelle, voilà, il n'aura pas besoin des 3 000, mais sauf qu'il a besoin quand même d'une aide juridique pour avancer les moyens devant le bureau d'aide juridictionnelle. Est-ce que tu vois un peu le... Je vois très bien. Je vois très bien. Il y a ça, et c'est quelque chose qu'il faut négocier avec l'avocat au Conseil d'État, savoir combien est-ce que vous demandez pour examiner sommairement. En gros, c'est ça, c'est examiner un peu le dossier pour essayer Exactement. de trouver des moyens sérieux qui permettront d'obtenir l'aide juridictionnelle. Ce qui est compliqué, et donc je pense que beaucoup d'avocats au Conseil d'État se diront, bah, c'est 3 000 euros, parce qu'en fait, le plus gros du travail de l'avocat au Conseil d'État, c'est précisément d'identifier les moyens sérieux. Et Ok. donc, c'est ça qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut étudier les écritures, il faut faire des recherches juridiques, etc. Après, il y a effectivement la rédaction des requêtes qui suivent, mais l'essentiel du travail, c'est celui-là. D'ailleurs, sachant que si l'avocat accepte et qu'après il y a l'aide juridictionnelle, j'ai un doute sur le fait qu'il puisse le faire, parce que si y a l'aide juridictionnelle, l'avocat n'est pas censé avoir pu toucher les sommes de la part du demandeur d'asile. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est-à-dire qu'il oui, sera oui. obligé de rendre les sommes qu'il aurait touchées pour ça. Ce qui veut dire qu'il aura fait, voilà, il aura déjà fait une partie du travail. Donc on peut considérer que je sais pas très bien pour répondre à cette question pratique. Moi, je n'ai jamais vu ce type pour le coup, dans mon cabinet, ce qui exclut pas du tout que d'autres cabinets le fassent, voire même que d'autres cabinets étudient le dossier de façon pro bono, gratuitement, rapidement, pour identifier des moyens. Ça dépend vraiment des cabinets. D'accord, donc s'il fallait vraiment critiquer ou aussi revoir, peut-être que le fait de passer de 52 000 à 40, il y a aussi ce frein-là
pour les Bien sûr. demandeurs d'asile du cri devant le bureau d'aide juridictionnelle parce que, bon, voilà, c'est soit il faut avancer les 3000 tout de suite en se disant, ben, ça va pouvoir aller, et ou, voilà, on se dit que, bon, c'est compliqué. Et donc, c'est pour Ouais. ça. Non, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Le Conseil d'État, en tant que juge de cassation, il a été instauré pour juger de la bonne application du droit et pour pas qu'il soit submergé. On a mis en place cette condition de moyens de cassation sérieux. Effectivement, un frein. Voilà, on espère que les membres du bureau des juridictionnels font suffisamment bien leur boulot pour identifier tous les moyens sérieux quand il y en a un qui existe. D'accord. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle justement des différents moyens comment est-ce qu'on Justement, oui. Donc là, on peut directement rentrer dans la partie sur les moyens, voilà, qui vont pouvoir soulever devant le Conseil d'État. Quels sont, en général, on va dire globalement, les moyens qu'un demandeur d'asile peut soulever pour... il y aura quatre grandes catégories de moyens. Donc un moyen devant un juge, c'est un argument. C'est un argument juridique qui va permettre d'obtenir quelque chose. Là, ce qu'on veut obtenir, c'est l'annulation de l'arrêt de la CNDA pour que la CNDA puisse rejuger l'affaire et avec l'espoir que ça fonctionne cette fois-ci. La première catégorie de moyens, c'est tout ce qui concerne la régularité, pardon, de la procédure devant la CNDA. Ça, le Conseil d'État va contrôler. Par exemple, il va vérifier que la CNDA a bien pris en compte toutes les écritures qui étaient déposées devant elle. Notamment, il y a beaucoup de cas où il y a des notes en délibéré, c'est-à-dire c'est des documents qu'on envoie après l'audience, qui sont peut-être quelquefois pas visés. Pas visés, c'est-à-dire que dans l'arrêt de la CNDA, il n'y a pas écrit que les juges ont pris en compte cette note. Mhm. Si c'est pas visé, là, le Conseil d'État, il l'annule et c'est renvoyé devant la Cour nationale du droit d'asile. Il peut y avoir des cas où il constate que l'avis d'audience a été envoyé moins de 30 jours avant l'audience. Donc on n'a pas respecté une règle de procédure. Là, pareil, on va pas regarder le fond de l'affaire, c'est annulé et on renvoie l'affaire devant la CNDA. Donc ça, c'est des annulations pour des problèmes de procédure. On touche pas le fond du droit, mais justement, ça va permettre comme on disait tout à l'heure, devant la CNDA, à nouveau, si on avait oublié de parler d'un élément de fait Mhm. important, là, on va pouvoir à nouveau le parler, en parler. Je pense que ça vaut le coup de le souligner quand même pour certains demandeurs d'asile ou même pour l'avocat qui a accompagné le demandeur d'asile. S'il voit qu'il y a un petit souci comme ça et qu'il y a quelque chose qu'il avait oublié de soulever, donc ça vaut peut-être le coup d'aller devant le conseil rien que pour obtenir cette annulation-là, pour pouvoir par Ouais. la suite déposer, en fait, apporter plus d'arguments devant. Ça, c'est sûr. De toute façon, voilà, il faut. Et donc ça, pareil, si justement l'avocat constate qu'il y a peut-être une irrégularité, il peut en faire état devant le bureau d'aide juridictionnelle. Ça peut peut-être aider pour obtenir l'aide juridictionnelle. Donc voilà, il y a plusieurs moyens liés là, à cette absence de visa, le problème de procédure vis-à-vis de l'avis d'audience. J'ai même vu, j'ai fait j'ai regardé les toutes dernières annulations qui ont pu avoir lieu. C'est la dernière année ou ces 2 dernières années. Si le président de la formation de jugement a oublié de signer l'arrêt, c'est aussi une irrégularité qui conduit à l'annulation. Donc voilà, ça c'est la première catégorie. Ça ne concerne pas le fond du droit, comme je dis, mais ça permet d'obtenir l'annulation. Ensuite, il y a des moyens qui sont vraiment juridiques. Un moyen, c'est... Alors, je vais peut-être parler d'abord des faits. Donc, ce que j'ai dit d'abord, tout à l'heure, c'était qu'on ne pouvait pas remettre en cause les faits. Il y a juste une exception qu'on appelle la dénaturation des pièces du dossier, ou la dénaturation des faits au regard des pièces du dossier. Dénaturation, ça veut dire il y a vraiment un vrai problème d'appréciation des faits, parce que quand on regarde les documents qui ont été versés au débat, ça ne correspond pas du tout à ce qu'a dit la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est une sorte de soupape de sécurité où le Conseil d'État se dit, bon là, la Cour nationale du droit d'asile, manifestement, elle a vraiment pas lu les documents qui étaient versés au débat. Et donc même si c'est une question de fait, il va dire, là, elle a dénaturé les faits, donc on annule et on lui renvoie l'affaire. Donc ça, c'est vraiment la réserve par rapport à cette distinction entre le fait et le droit. Le Conseil d'État peut, alors c'est des moyens, il n'y a pas énormément d'annulation sur ce fondement-là, mais c'est Mhm. quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et il faut aussi avoir en tête, parce que là pour le coup, on a souvent des clients, alors pas forcément en asile, mais qui connaissent ce moyen et qui disent, ah bah non, ça s'est pas passé comme ça, il y a des naturations. Il faut bien se dire qu'une dénaturation, c'est vraiment
il y a écrit blanc dans un document et le juge a dit noir. J'exagère D'accord. un peu, mais voilà, c'est qu'il y a il y a un vrai problème. C'est pas juste, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça peut pas donner lieu à un moyen de cassation. C'est irrecevable devant le Conseil d'État. Toujours concernant les faits, là, pour le coup, quelque chose qui est un vrai moyen de cassation, c'est ce qu'on appelle une erreur de qualification juridique des faits. Il y a certains concepts, notions juridiques, c'est des cases juridiques dans lesquelles le juge va essayer de faire rentrer les faits et le Conseil d'État va vérifier que la CNDA a bien qualifié les faits. Je prends un exemple. En matière de réfugiés, il y a des clauses d'exclusion, notamment si le demandeur d'asile a commis un crime grave, ça c'est dans les textes et dans la Convention de Genève, ou a commis des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Ça, c'est des notions qu'on trouve dans les textes. Et Mhm. donc, si la Cour nationale de droit d'asile dit Monsieur Untel a fait ça, ça et ça constitue un crime grave, là, le Conseil d'État, il va vérifier si ces faits-là constituent vraiment un crime grave au sens de la Convention de Genève. D'accord. Donc, il va pas pouvoir dire ça s'est pas passé comme ça. Il n'a pas fait telle ou telle chose. Il a pas le fait est-ce qu'il a fait partie de cette milice, je sais pas. Bref, ce genre de choses. Ça, on peut pas en débattre devant le Conseil d'État. En revanche, les faits tels qu'ils ont été constatés par la Cour nationale des droits d'asile, ça, la question de savoir si c'est un crime grave ou non, ça, c'est quelque chose que le Conseil d'État contrôle, et donc on va pouvoir argumenter là-dessus. Donc voilà, il y a plusieurs qualifications qui sont contrôlées par le Conseil d'État. Et donc, c'est des choses qui peuvent faire l'objet de débats devant cette juridiction. Donc ça, D'accord. c'est comment est-ce qu'on fait rentrer les faits dans des cases. Ensuite, il y a plus classique, c'est l'erreur dans l'interprétation d'une règle, ce qu'on appelle l'erreur de droit, Mhm. où là, on ne fait pas forcément rentrer des faits dans une case, dans une qualification juridique, mais c'est une règle de droit. Oui, par exemple, toujours sur cette question du crime grave, Mhm. euh, la Convention de Genève exclut ceux qui ont commis un crime grave. Euh, il y a pu avoir la CNDA qui a dit, ah bah non, ces faits, ça constitue un délit, alors en droit français, Mhm. donc c'est pas un crime grave, parce qu'en droit français, pour rappel, il y a plusieurs types d'infractions. Du plus grave au moins grave, c'est le crime, le délit, la contravention. Mhm. Et le Conseil d'État a dit non, 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 un délit en droit français peut très bien constituer un crime grave. C'est pas parce que c'est qualifié de délit en droit français que c'est pas, ça peut pas être un crime grave au sens de la Convention de Genève. Donc Mhm. ça, c'est une règle de droit qui est Mhm. indépendante des faits Mhm. et qui est contrôlée par le Conseil d'État. Donc il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent être commises par la CNDA et le Conseil d'État va vérifier ça. Donc ça fait partie des moyens d'annulation. Donc voilà, irrégularité de la procédure, dénaturation des faits, erreur de qualification juridique des faits et erreur de droit dans l'interprétation des règles, c'est les quatre grands moyens sur lesquels voilà, l'avocat au Conseil d'État va se concentrer pour essayer d'obtenir l'annulation de l'arrêt. Oui, donc pour Voilà. le délai, pour un demandeur d'asile, quel est le délai de réponse du Conseil d'État s'il a déposé un recours après la CNDA? Combien de temps ça peut prendre en moyenne, on va dire? En moyenne, c'est à peu près un an. Waouh. Un an pour dire, ouais. Ce qui n'est pas très long par rapport à plein d'autres contentieux devant le tribunal. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui attend la réponse à son affaire, Ça va être c'est très long. long. Surtout devant le Conseil d'État parce qu'il faut compter l'OFPRA, la CNDA et ensuite le Conseil d'État. Donc, ça peut Et aller vite, ensuite, de et toute façon. ensuite, si c'est annulé, à nouveau, devant la Cour Ah, ben nationale voilà de quoi. Ah oui, donc voilà. Quand on regarde bien tout ça, ça apparaît, c'est vraiment très très juridique. Donc on ne s'étonne plus de pourquoi il n'y a pas énormément de recours devant le Conseil d'État parce que à moins de maîtriser tout ça ou bah, de pouvoir y aller, d'être très déterminé. Donc C'est ça, c'est que là, le plus souvent, les demandeurs d'asile, ce qu'ils maîtrisent, c'est les faits, ce qui s'est passé, exactement. c'est ça qu'il a dit à son avocat. En revanche, la façon dont ce type de fait est qualifié par le juge, et ça, pour le savoir, il faut regarder la jurisprudence, il faut voir voilà, comment est-ce que les choses ont été jugées précédemment. Ça, le demandeur d'asile, il ne sait pas. Donc, Mhm. effectivement, quelque chose qui est un peu frustrant, c'est que, en fait, son affaire est vraiment, voilà, c'est le Conseil d'État, c'est l'avocat au Conseil d'État qui la récupère, et on va débattre sur la question de savoir si voilà, tel comportement constitue un crime grave, constitue
Mais donc, c'est du pur juridique, et donc l'affaire lui échappe un peu au stade du Conseil d'État. C'est d'ailleurs pour ça le Conseil d'État va pas demander au demandeur d'asile d'intervenir, il va pas lui poser des questions comme dans l'audience devant la CNDA. On n'a pas, il a même pas besoin de voir du tout le demandeur d'asile. Et c'est voilà, c'est beaucoup plus juridique, et on n'a même pas besoin du demandeur d'asile pour statuer, puisque tout est déjà dans le dossier qui a été élaboré devant la Cour nationale du droit d'asile. D'accord, donc en parlant de regarder les arguments, voilà, de bien les connaître, de connaître la jurisprudence, tout ça, ça me permet de rebondir sur Réplique, qui est cette plateforme que tu as créée pour justement permettre aux avocats et juristes d'identifier plus rapidement les arguments qu'ils peuvent soulever devant les cours et tribunaux, voilà, pour défendre leur recours. Alors déjà, Gilles, parle-nous de Réplique. Comment est-ce que voilà, tu en es venu à créer même le projet, cette plateforme? En fait, j'ai eu l'idée pendant que j'étais collaborateur dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Moi, mon boulot au quotidien, et donc on va peut-être mieux le comprendre après tout ce que j'ai dit, mon boulot au quotidien, donc je récupérais des dossiers qui avaient été faits par les avocats donc dans toutes les matières, hein, en droit d'asile un petit peu, mais aussi dans toutes les matières, en matière civile, pénale, etc. Et donc je passais mes journées à lire les documents rédigés par les avocats pour vérifier, pour voir si la Cour d'appel avait bien fait son travail par rapport à ce qui était soumis devant elle. Et donc j'ai pu constater il y avait beaucoup d'écriture, de documents, donc ce qu'on appelle les conclusions, qui étaient incomplètes, où il manquait des arguments, où les arguments étaient pas, il n'y avait pas suffisamment de jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice qui venaient au soutien de ces arguments. Et je me suis rendu compte que c'était pas parce que les avocats étaient mauvais, hein, c'est parce que c'est très difficile de trouver l'information juridique appropriée et de trouver les arguments qu'on peut soulever dans un type de contentieux donné. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une base de données intelligente de tous les arguments qu'on peut soulever dans un contentieux particulier, et d'agencer les arguments entre eux, parce qu'il y a une logique juridique qui fait que chaque argument peut être placé à un endroit particulier, et que si vous soulevez tel argument, en face, on peut vous répondre ça, puis vous pouvez répondre ça. Il n'y a pas 36 000 choses qu'on peut dire devant un juge. Il y en a beaucoup, mais tout peut être classé. Et donc l'idée est partie là-dessus, c'est de classer les arguments et d'affecter à chaque argument l'information juridique intéressante. Et je suis parti sur le droit des étrangers, parce que, alors pour plein de raisons, hein, parce que c'est un domaine qui me tient à cœur, et aussi parce que c'est un domaine qui est très intensif en contentieux. Devant les juridictions administratives, la moitié du contentieux, c'est du droit des étrangers. J'ai créé cette application à destination des avocats et des juristes qui l'utilisent pour trouver les arguments et pour rédiger leurs documents dans l'application. Ok, c'est parfait, Anne. Là, tu vois. Oui, tout à fait, c'est parfait. Donc là, on voit un écran. Alors, j'ai choisi justement un cas. Donc là, on peut contester les refus de l'OFPRA. Là, c'est pour la contestation des OQTF. Mhm. Et j'ai choisi un cas d'OQTF prise après refus d'asile. Donc, ça arrive souvent après les refus d'asile. Et donc, le principe, c'est que, voilà, à gauche, on va créer une sorte de discussion juridique en choisissant des arguments. Et à droite, il y a l'information juridique qui apparaît. Et donc, par exemple, donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on clique sur un argument, il nous propose les sous-arguments. Donc, on va vraiment choisir l'argument qui correspond à ces situations. Et en fonction des arguments, on va voir ce que la partie adverse peut soulever et ce que nous, on peut répliquer. Mhm. Et voilà, et on aura la jurisprudence qui vient en soutien de chaque argument. Donc, tous les arguments sont classés comme ça, et l'avocat ou le juriste va piocher les Mhm. arguments qu'il trouve de manière logique pour ensuite les intégrer dans un mémoire, dans une requête, Mhm. euh, pour les utiliser dans un contentieux. Voilà comment D'accord. ça fonctionne. C'est littéralement une formation juridique qu'on a, on va dire, en live quand on fait, disons qu'on sait pas trop, voilà, qu'est-ce qu'on va soulever. Donc on se dit, on va sur réplique, bah peut-être que je trouverai des idées. Exactement. Alors souvent, il y a deux choses. C'est soit on a un argument en tête qu'on a envie de soulever, mais on ne connaît pas la jurisprudence qui convient. Donc on va chercher l'argument qu'on a en tête et on va regarder la jurisprudence. Soit et ça permet peut-être qu'on
c'est le cas alors même qu'on cherchait un argument précis, c'est on tombe sur un argument auquel on n'aurait pas pensé et qui correspond à la situation de son client, Mm. de la personne qu'on est en train de défendre. Et donc, ça permet effectivement de trouver des arguments auxquels on n'aurait pas pensé et d'avoir l'information juridique associée. D'accord. Je pense que ça vaut le coup de poser la question, est-ce que c'est uniquement réservé aux avocats ou juristes ou le service à qui il est ouvert? Alors, il est en théorie ouvert à tout le monde, mais Mm. il a été fait pour les avocats et les juristes. C'est-à-dire que il y a rien qui est fait pour faciliter la compréhension des termes juridiques, et donc c'est pas fait pour voilà, c'est pas fait en matière d'asile, c'est pas fait pour un demandeur d'asile. Après, si un demandeur d'asile veut aller dessus pour trouver l'information, il peut. D'accord. Et récemment, je crois que tu as ouvert le service aux étudiants de manière gratuite. Alors, je ne sais pas si c'est toujours en cours, comme je te suis sur LinkedIn. Oui, si, si, c'est toujours en cours, bien sûr. Bah, c'est aussi une bonne. Alors, au-delà de permettre de trouver des arguments dans des vrais contentieux, c'est aussi une très bonne manière de réviser Mm. ce qu'on a appris dans ces études. Et ça peut leur être très utile aussi dans le cadre de leur stage au début bien comprendre la structure d'un contentieux qui maîtrise pas bien. Tout Là, à ils fait. voient de façon très facile tous les arguments possibles et comment ils sont agencés les uns aux autres, ce qui est pas du tout évident quand on a juste le code devant soi et que dans des matières qu'on connaît pas. Tout à fait. Moi, à mon premier stage, c'est un outil que j'aurais bien aimé avoir parce que voilà, j'ai débarqué. Et après, oui, on connaît bien la procédure en théorie, mais quand il s'agit de l'agencer et de le présenter devant un juge, ça, c'est autre chose. Mm. Non, ça fait gagner beaucoup de temps au début, ça fait aussi gagner beaucoup de temps après, mais c'est sûr qu'au début de sa carrière, c'est très utile. D'où l'idée pour le faire connaître et pour le faire utiliser à des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, voilà, d'avoir un accès gratuit à l'outil, à réplique. Ah, c'est top. Ah, donc, les gens, ils peuvent voir le nom ici. Et bien sûr, je le mettrai en description pour ceux, voilà, qui nous écouteront. Et aussi pour, voilà, si les gens, ils veulent te contacter, Gilles. Donc, le moyen habituel pour avoir, voilà, pour pouvoir te contacter, c'est tu es sur LinkedIn et aussi Je suis sur à LinkedIn travers les ou le répliques. plus simple, là je me déconnecte, c'est d'aller, si vous allez sur la page de réplique, donc c'est réplique.fr. Tout en bas, il y a un formulaire de contact, voilà, ici, où vous pouvez poser une question via ce formulaire-là. C'est parfait.